Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. C'est assez impressionnant comme entrée. Donc, merci pour vos applaudissements. Déjà, c'est très, très encourageant. Je me présente rapidement quand même, évidemment, parce que je vais présenter les camarades qui sont avec moi, si je puis dire. Donc, c'est normal aussi que je me présente devant vous. Nathalie Croiset, je suis journaliste indépendante, dédiée à tous les sujets Green Business, Nouvelle Économie. C'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour parler de ces sujets d'économie positive qui nous concernent tous. Comment peut-on faire pour accélérer la transition? On va y répondre avec nos différents intervenants dans un instant. Évidemment, le but, c'est pas que les personnes qui sont là ont envie aussi d'échanger avec vous, d'avoir vos questions, de voir comment faire justement pour aller plus vite. Donc ça sera intéressant aussi, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions. Si vous voulez le faire d'ailleurs, il faudra tout simplement appuyer sur le petit bouton devant et vous pourrez parler sans aucun souci. Alors je vais présenter maintenant les personnes évidemment qui sont avec moi. Corinne Lepage à mes côtés, bonjour, merci d'être ici. Présidente du Rassemblement Citoyen Cap 21, ancienne ministre de l'écologie, avocate en droit de l'environnement, qui s'engage beaucoup, vous en allez nous en parler dans un instant, sur, là évidemment on est aussi beaucoup dans la question de l'humain, donc on va voir ça avec vous dans un instant. À vos côtés, François Marty, bonjour, vous êtes le président de Shenley. Alors vous dites que vous faites le contraire de tout le monde, parce que vous construisez des maisons écologiques pour ceux qui ont le moins de moyens. Vous allez nous en parler de votre démarche d'entrepreneur. Tristan Lecomte, bonjour, vous êtes le fondateur d'Alter Eco et aussi de Pur Projet. Alors vous accompagnez les plus grands, on peut le dire, dans la reforestation. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser à planter des arbres, il y a un vrai enjeu d'écosystème derrière tout ça, et ça aussi vous allez nous en parler. Alors d'ailleurs, vous travaillez aussi avec la personne qui est à côté de vous, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler aussi d'une démarche d'entreprise, et c'est bien que vous soyez là, Arnaud Deschamps. Bonjour, vous êtes directeur général de Nespresso, qui est une entreprise qui, vous allez le voir, est très engagée dans ces questions de développement durable, la question du recyclage, la question de la fin de vie, qui s'interroge aussi sur l'impact qu'elle a aussi par rapport à l'environnement. Donc ça sera intéressant d'en parler. Alors vous le savez évidemment, pour planter un peu le décor, la COP 21 se poursuit actuellement au Bourget. L'objectif, limiter, on le sait, la hausse des températures à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Certains disent que ça ne sera pas facile à atteindre. En tout cas, on sait désormais que nous ne pouvons plus vivre de la même façon, qu'il faut consommer autrement, se déplacer autrement, avoir d'autres stratégies d'entreprise en particulier. Et évidemment, c'est tout dans cet esprit-là qu'est née l'économie positive. C'est par hasard si Jacques Attali était là ce matin avec nous à cette conférence. Il faut donc inventer de nouveaux modèles et replacer justement l'humain au centre de tous ces enjeux. Donc on se pose la question à présent de savoir comment cette économie positive va-t-elle permettre d'accélérer la transition. Alors je passe la parole à Corinne Lepage qui, malheureusement, vous serez peut-être obligée de nous quitter un peu avant la fin parce que vous avez d'autres obligations. Il y a un autre événement qui s'ouvre, Solutions COP21 au Grand Palais aussi, qui met en avant toutes les solutions contre le dérèglement climatique. Alors, je vous passe la parole, Corinne Lepage, ce que je disais tout à l'heure, un engagement depuis très longtemps, inutile de vous représenter, mais voilà, vous avez encore eu envie, c'est parti aussi très récemment d'un rapport que vous avez remis pas à Corinne Lepage, à Ségolène Royal, et vous êtes dit, il faut que les citoyens, que les entreprises s'engagent, montrent qu'elles ont du poids et qu'elles peuvent faire bouger les lignes. Merci Nathalie Croiset, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est très impressionnant de vous voir si nombreux dans cette salle. Alors, il vous paraît peut-être un peu surprenant que je vienne vous parler d'entreprise et d'économie, mais c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps et je suis absolument convaincue, et depuis 20 ans peut-être, qu'il n'y a de solution que dans le mariage de l'économie et de l'écologie, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'ensuite, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on fait quoi et comment. D'où le travail que j'ai fait, auquel Nathalie Croiset a participé, puisqu'on était un groupe de travail d'une trentaine de personnes, autour de l'idée de l'économie du Nouveau Monde. D'univers très différents, pour compléter justement l'idée, voilà, quelque part, je représentais les médias, mais on a eu vraiment beaucoup de... On avait du monde industriel, très divers, de l'énergie, du textile, de l'agriculture... Nous avions le monde de l'Internet, évidemment, des réseaux, nous avions des journalistes, un prof d'économie, un médecin, enfin voilà, c'était extrêmement ouvert, extrêmement divers. Et nous en sommes arrivés à faire un constat qui est celui que nous avons dans notre pays énormément de systèmes remarquables, qui fonctionnent très bien, sauf qu'on n'arrive pas à les massifier. D'où l'idée, pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour précisément faire de ces nouveaux écosystèmes le modèle dominant.
Et donc, nous avons défini l'économie du Nouveau Monde comme étant une économie qui est connectée, ni fossile, ni fissile, qui est territorialisée et qui met l'humain au centre du projet. Partant de là, beaucoup d'entreprises peuvent s'y retrouver. Ce n'est pas seulement les entreprises de la croissance verte, hein, comme on le dit trop souvent. Vous m'entendez pas? Je pense qu'il faut remonter, voilà. Alors, voilà. Ce n'est pas seulement les entreprises de l'économie verte, ce n'est pas seulement les entreprises du digital, c'est aussi toute une série d'entreprises qui sont de secteurs beaucoup plus traditionnels, mais qui sont dans la mutation. Parce que précisément, elles s'inscrivent dans ce nouveau monde. Alors, je ne vais pas refaire le rapport ici, bien sûr, mais vous pouvez le lire. Il est téléchargeable sur le site ADN, comme l'ADN, monde.fr. Et il y avait dans ce rapport toute une série de propositions, mais je dirais que l'essentiel pour nous a été de se poser la question de savoir ce que chacun pouvait faire. Nous sommes dans un pays où on attend beaucoup de l'État, et je dirais que plus on en attend, moins on en obtient, ou presque. Et donc nous sommes partis de l'idée que si on attendait de l'État, on pouvait peut-être attendre un peu longtemps, et que c'était donc intéressant de se poser la question de savoir ce que chaque acteur pouvait faire. Donc nous avons déterminé 5 catégories d'acteurs: les entreprises, les collectivités locales, les médias, les citoyens et l'État. Et donc nous nous sommes accordés à réfléchir sur ce que les entreprises déjà pouvaient faire elles-mêmes. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui font des choses tout à fait remarquables, qui pourraient être dupliquées. Et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, bien souvent, on réinventait la roue. C'est-à-dire que certains se trouvaient dans une situation dans laquelle d'autres s'étaient trouvés, avaient trouvé la solution, sauf qu'ils ne le savaient pas, donc ils réinvestissaient et recommençaient pour retrouver une solution qui n'était pas toujours du reste aussi bonne que celle que le précédent avait trouvée. D'où l'idée de créer le mouvement des entreprises de la nouvelle économie, le MEN, que nous avons créé le 23 octobre 2015, donc vous voyez, c'est tout récent, qui a pour objectif précisément de mutualiser tout ce qui peut être partagé et de définir des priorités communes pour aller vers cette économie du nouveau monde, tout simplement parce qu'on est dans un pays où il y a énormément d'obstacles. Ces obstacles, ils sont de toute nature. Je ne vais évidemment pas les énumérer parce qu'1 heure et demie n'y suffirait pas d'ailleurs, mais il y en a quelques-uns qui peuvent être, je dirais, on peut les regrouper autour de quelques grandes thématiques, et il y en a une qui nous a paru particulièrement importante, qui est celle du traitement des économies externes, positives et négatives. C'est-à-dire qu'on est dans un système totalement fou, dans lequel vous payez d'autant moins cher que vous polluez, que vous achetez un produit mauvais pour la santé, que vous achetez un produit mauvais pour le social, et qui n'apporte pas grand-chose au bien commun. Et au contraire, si vous faites l'effort d'acheter un produit, mais peut-être mon voisin nous dira le contraire tout à l'heure, puisqu'il a une vision très originale du sujet, mais disons que ce que je dis représente quand même le cas général. Quand vous achetez un produit qui est bon pour le bien commun, bon pour la santé, bon pour le social, c'est-à-dire que vous créez des emplois, de l'activité locale, etc., vous payez beaucoup plus cher. C'est aberrant. Donc un de nos grands enjeux, ça va être de se battre sur ce sujet-là, qui est un sujet totalement transverse, puis je m'arrêterai parce que je suis aussi avocate de temps en temps, donc une grande bavarde. C'est un sujet qui est totalement transverse, c'est-à-dire que son application commence avec la comptabilité, qu'elle soit privée ou publique, c'est-à-dire des entreprises ou de notre comptabilité collective. Le produit national brut est une aberration, tout le monde le sait, sauf qu'on continue avec. Et puis vous continuez ensuite avec les subventions publiques. Bon, exemple, on est tous en train de discuter du fonds vert à 100 milliards dans le cadre de la COP Climat. Je rappelle quand même que les États offrent généreusement 500 milliards de dollars par an de subventions publiques aux fossiles. Ah ben oui, ça c'est une réalité, hein, c'est la vraie vie. Bon. Donc c'est ce qu'on appelle une des économies externes non compensées, celle-là, tout un fois compensée à l'envers. Donc il y a toute la question des subventions, ensuite vous avez toute la question de la fiscalité. Avoir une fiscalité qui soit vertueuse, donc avec des propositions sur la TVA par exemple, avoir une TVA circulaire comme le propose Romain Ferrari et la Fondation 2019,
c'est-à-dire qui évolue en fonction de l'intérêt que vous consentez au bien public. Voilà. Et nous sommes comme ça, avec beaucoup de propositions, un très grand intérêt pour ce qu'on appelle les entreprises libérées, c'est-à-dire qui ont un autre mode de fonctionnement. Et c'est tout cela que nous voulons réunir pour montrer qu'on peut tout à fait proposer un modèle dans lequel on crée de l'activité économique, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, mais on le fait au service de l'humain et au service de notre devenir à tous, qui est quand même un tout petit peu compromis par les temps qui courent. Je vous remercie. Alors, quand même, oui, on peut applaudir Corinne Lepage, évidemment. Peut-être juste une précision donc, sur ce MEN, un mouvement des entreprises de la nouvelle économie. Si je comprends bien, évidemment, l'objectif, c'est d'être une forme de lobbying, même si le mot est c'est plutôt un gros mot en France, hein, ce mot-là. Mais voilà, vous avez l'intention de montrer, prouver qu'il y a beaucoup d'entreprises, très nombreuses, beaucoup qui sont dans la salle, certaines qui peuvent rejoindre le mouvement, qu'elles sont là, qu'elles ont du poids et qu'elles peuvent faire bouger les lignes. Alors l'idée, en fait, elle est double. C'est d'abord d'avoir effectivement, alors je vais employer un plus joli mot, je vais dire plaidoyer. On parle de la même chose quand même, hein, bon. Enfin, du plaidoyer en faveur justement de cette autre manière de voir les choses, qui donne un poids beaucoup plus considérable évidemment au monde des petites et moyennes entreprises, tout simplement parce qu'en termes de création d'activités locales et de fiscalité locale, c'est généralement beaucoup plus intéressante que de très très grandes entreprises qui parfois, par souci d'optimisation fiscale qu'on peut comprendre pour leur intérêt à elles, mais qui n'est pas forcément celui de tous les contribuables, vont aller payer leurs impôts au Luxembourg ou je ne sais où. Voilà. Donc il y a tout le travail de lobbying et puis tout le travail de partage en fait de tout ce qui marche bien, notamment tous les écosystèmes qui se mettent en place au niveau territorial. La transformation des territoires est quelque chose de vraiment excessivement important. Et quand vous avez des systèmes dans lesquels les collectivités locales ont été en capacité de se mettre avec des entreprises et avec des associations citoyennes locales, ça fait des trucs absolument formidables. Vous y ajoutez un peu de crowdfunding, du financement participatif territorial, et là vous avez vraiment quelque chose qui fonctionne. Sauf qu'évidemment, il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt, soyons clairs, parce que ça se développe. Bon, ben nous on a intérêt à ce que ça se développe, donc il faut qu'on s'arme nos petits bras, qu'on soit nombreux. Nous sommes aujourd'hui au MEN parce que de grosses fédérations nous ont rejoints de l'ordre de 4000 entreprises, donc c'est pas colossal, mais enfin c'est pas ridicule. Et nous voudrions être extrêmement nombreux de manière à peser et faire en sorte que les règles du jeu commencent à changer pour que nous allions dans ce sens qui est un sens positif pour tout le monde. Alors juste un mot avant de passer la parole évidemment aux autres personnes présentes, parce que ça vous tient à cœur. On est en train de parler de replacer l'humain aussi au cœur de tout finalement de notre démarche, qui doit être quand même la base, si on peut dire. Ces droits de l'humanité aussi, il faut aussi en parler, Corinne Lepage. Alors un petit mot, c'est pas... ça a un lien avec la COP21, donc voilà. Donc je suis en train de travailler avec d'autres à essayer de mettre dans le circuit l'idée d'une déclaration universelle des droits de l'humanité, des droits et des devoirs de l'humanité. En fait, c'est une idée qu'a eu le président de la République dans le cadre de la préparation de la COP21, à laquelle il m'a demandé de m'atteler, voici maintenant plusieurs mois, à laquelle j'ai travaillé avec là aussi un groupe de travail, parce que ce n'est pas des genres de choses qu'on fait tout seul dans son coin. Et donc nous avons abouti sur un petit texte extrêmement simple que vous pouvez télécharger sur droitshumanité.fr et que vous pouvez même signer, ce sera encore mieux. Et donc ce texte, le président de la République souhaiterait qu'il puisse être présenté aux Nations Unies au début de l'année 2016, après la COP. Mon travail à moi, pour le moment, c'est de le diffuser dans la société civile, et j'étais extrêmement heureuse ce matin d'avoir été invitée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, au sommet des maires, et de pouvoir vous dire que le regroupement de tous les maires, les 1000 maires du monde, ça s'appelle la CGLU, a adopté ce matin le soutien à la Déclaration universelle des droits et des devoirs de l'humanité. Donc c'est important, ça fait suite aux jeunes qui ont fait la même chose la semaine dernière dans le cadre de la COI, c'est-à-dire la conférence des jeunes. Et c'est un texte vraiment très simple qui évidemment rien en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme dont nous n'avons plus que jamais besoin, mais qui montre qu'aujourd'hui on est en face de problèmes collectifs, c'est-à-dire de droits et de devoirs collectifs, avec des responsabilités collectives, et que nous ne résoudrons jamais les problèmes de climat, de biodiversité, de toxicité des produits, d'accès aux ressources,
d'égalité, de moindre inégalité, ne rêvons pas, entre les pays, en restant à un stade individuel. Il faut passer à un stade collectif. Et c'est l'objet de cette déclaration universelle des droits et des devoirs de l'humanité. Donc ceux qui sont intéressés peuvent la lire et mieux encore la soutenir. Merci Nathalie de m'avoir permis d'en parler. Mais justement, parce que c'était important d'en parler. Alors, ce mouvement des entreprises de la nouvelle économie, on voit que beaucoup d'entreprises bougent, et aussi les plus grandes. Il faut le dire aussi, il faut le montrer. Alors, c'est pour ça que j'ai passé la parole à nos autres intervenants. Je vais commencer par vous, Arnaud Deschamps, donc directeur général de Nespresso. Ce que je disais, alors évidemment, quand on voit Nespresso de l'extérieur, on peut se dire, voilà, que fait Nespresso en la matière? Aussi, ce sont des questions qu'on peut se poser, sachant qu'on voilà, on part d'un certain modèle. Et vous vraiment, vous faites en sorte, vous réfléchissez, ce que je disais tout à l'heure, à l'impact que peut avoir une entreprise sur son environnement, à la dimension aussi humaine, et c'est pour ça que vous êtes là pour en témoigner. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme disait Corinne Lepage, moi en tant que chef d'entreprise, j'ai tout à fait conscience que la conscience collective est en train d'émerger et rencontre les chefs d'entreprise que nous sommes. Et aujourd'hui, je crois que là où auparavant des consommateurs achetaient des produits et des marques, aujourd'hui, ils veulent savoir maintenant qui sont les entreprises qui sont derrière les marques. Et je pense que l'avenir de ma marque, c'est mon entreprise. Donc ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus qu'on donne de l'information à nos consommateurs pour dire quelles sont nos pratiques, quelles sont nos intentions, comment on s'y prend, quel employeur on est, quel citoyen nous sommes. Aussi parce que pendant longtemps, les entreprises, les marques s'adressaient à des consommateurs, les patrons d'entreprise à des salariés, et puis les citoyens avec les politiques. Et en fait, je pense que tout est complètement décloisonné. Et moi, dans mon entreprise, mes collaborateurs sont salariés, mais sont aussi citoyens, sont aussi consommateurs. Et quand je m'adresse à des consommateurs, je m'adresse aussi à des citoyens qui sont eux-mêmes salariés ou entrepreneurs. Donc aujourd'hui, tout est complètement décloisonné. L'émergence du digital fait que le monde est transparent. On a appris récemment que même nos dirigeants politiques étaient sur écoute. Donc autant vous dire que les entreprises ne peuvent plus rien cacher. Et donc à partir du moment où elles ne peuvent plus rien cacher, eh bien, il faut qu'elles soient dans cette transparence et qu'elles répondent à cette conscience collective. Donc ça, c'est ce qui me paraît être essentiel dans le changement dans notre environnement. Alors, chez Nespresso, enfin Nespresso France, moi j'ai calculé, on consomme à peu près 100 000 tonnes de CO2. Donc on est responsable pour l'émission de 100 000 tonnes de CO2, tout compris, la production du café, la capsule, les machines, tout compris. Donc l'idée, c'est de dire, puisqu'on ait conscience de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire au maximum, donc à travers le recyclage des capsules, chercher à utiliser moins de ressources partout, utiliser moins d'électricité, recycler les machines, mais ça peut être dans des détails comme les éclairages dans les boutiques, enfin, partout où on peut intervenir, essayer de réduire notre impact carbone, parce que les entreprises produisent des ressources et il faut en produire de moins en moins. Et en même temps, consomment des ressources. Et en même temps, les entreprises, elles peuvent aussi produire des ressources, et c'est notre cas, notamment dans les pays producteurs de café et dans les fermes. On s'est rendu compte que notamment à travers des programmes comme l'agroforesterie, en fait, on pouvait, en plantant des arbres, avoir un impact positif sur la planète qui pouvait, au minimum, essayer de compenser notre consommation, mais qu'il ne fallait pas s'arrêter là, qu'il fallait continuer à réduire les ressources qu'on utilisait, en produire de plus en plus pour avoir justement un effet positif et faire en sorte qu'on soit vraiment dans cette économie positive. Le dernier point dans l'introduction que je voudrais traiter là, c'est l'idée que si on veut accélérer cette transition vers l'économie positive, je ne vois pas bien comment dans les entreprises on va pouvoir faire ça sans conjuguer la raison économique et la raison écologique. Alors je voudrais vous donner un exemple précis qui concerne Nespresso évidemment. Il y a 12 ans, on s'est rendu compte que le café de la qualité qu'on voulait pour nos produits, pour nos consommateurs, il n'y en avait pas assez pour assurer le développement de notre entreprise, puisqu'il n'y a que 2% à peu près
de la production mondiale de café qui correspond aux critères de qualité qu'on cherche et aux profils aromatiques qu'on cherche. Donc en fait, on a croisé notre courbe de supply et notre courbe de demande, et on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez de ce café pour assurer le développement de l'entreprise. Et on s'est rendu compte que si on voulait continuer à croître, il fallait qu'on aille à la rencontre des fermiers partout dans les pays producteurs, essayer de les aider à produire un café de meilleure qualité parce qu'on en avait besoin pour assurer le développement de notre entreprise. Et on s'est rendu compte que pour faire ça, il fallait nécessairement faire en sorte qu'ils gagnent mieux leur vie, évidemment, sinon ils arrêtent du jour au lendemain et on perd tout. Ou ils continuent et puis ils disent c'est pas suffisamment intéressant pour que je transmette la ferme à mes enfants, donc cette économie-là s'arrête. Et deuxièmement, si on veut qu'ils améliorent la qualité du café, ça passe nécessairement par le fait de préserver, voire dans certains cas, de restaurer complètement l'écosystème. Donc on s'est rendu compte que pour assurer le développement de notre entreprise, il fallait nécessairement qu'on fasse une économie positive. Il fallait nécessairement qu'on s'engage en matière de développement durable. C'est pour ça que notre engagement, il est pérenne. Parce qu'on ne l'a pas fait au départ, et je le dis en toute franchise, on ne l'a pas fait parce qu'un matin on s'est dit on peut être une entreprise encore plus citoyenne. On l'a fait au départ pour des raisons économiques. Alors vous pouvez trouver que ça aurait été mieux si on avait dit c'était citoyen, il se trouve que c'est la réalité de notre engagement, mais que c'est ce qui rend les choses pérennes. Parce que tant qu'on voudra développer l'activité de l'entreprise, on sera obligé de se comporter correctement avec les producteurs de café, on sera obligé de faire en sorte qu'ils gagnent mieux leur vie, on sera obligé de faire en sorte que leurs écosystèmes se restaurent, se développent. Voilà. Alors ça, c'est en vraie transparence, on peut le dire. D'ailleurs, merci de venir en parler et le témoigner. Vous avez besoin de ces matières premières. Préserver les matières premières et les ressources, c'est important pour une grande entreprise. Vous en témoignez, mais ce n'est pas évident en matière de communication, hein, surtout quand on est axé, on va dire, sur quelque part de la qualité, voire du luxe. C'est vrai qu'on n'associe pas nécessairement cette marque-là, votre marque, à des engagements de développement durable. C'est un peu la difficulté, hein. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a très peu communiqué, en fait. On n'a pas dit vraiment ce qu'on faisait. Alors, il y a une raison pour ça. Hein, on dit parfois que ceux qui communiquent le plus, c'est ceux qui en font le moins sur ce sujet-là. Ouais, mais encore une fois, ça revient de l'origine de notre engagement. L'origine de notre engagement, c'est d'assurer le développement de l'entreprise, du point de vue des produits, des ressources. C'est assurer qu'on ait ces ressources pour développer l'entreprise. On n'a pas fait le programme de développement durable pour avoir une image différente. C'est maintenant, 12 ans après, que le monde aussi a évolué, que les consciences se sont éveillées, qu'on a de plus en plus de questions de la part des consommateurs, de la part de l'opinion publique qui nous dit mais en fait c'est scandaleux, vous faites rien. Et nous on dit mais si, on fait mais en fait on ne l'a pas dit Donc on peut s'en vouloir qu'à nous finalement d'avoir parfois une image qui n'est pas à la hauteur de nos engagements. Alors c'est à nous maintenant de le faire savoir, d'aller plus dans le détail, de refaire nos sites internet, de faire des communications simples pour petit à petit engager les gens qui le souhaitent évidemment à aller vers ça. D'ailleurs vous l'expliquez sur votre site, on peut le voir. Et alors pour expliquer quand même votre démarche, quand vous parlez tout à l'heure de recyclage du petit aluminium, quand même vous avez été pionnier en la matière, hein. Vous êtes allé voir les éco-organismes, vous avez dit on peut faire quelque chose. Ça c'est quand même, c'est à souligner, ça c'est typiquement une démarche d'entreprise positive. Alors là, vous me lancez sur un sujet, j'espère que je vais réussir à être synthétique. Bon. En fait, si vous voulez, moi, il y a 7 ans, quand j'ai pris la tête de Nespresso France, on ne recyclait pas, et c'était évident qu'il fallait recycler. Et on s'est dit comment on peut faire pour faire ça. Donc on s'est dit d'abord on va se débrouiller tout seul, c'est-à-dire qu'on va essayer de constituer un réseau de points de collecte. Et aujourd'hui on a 6000 points de collecte à peu près en France, je crois 5500. Donc des points de proximité. Si vous êtes consommateur de Nespresso et que vous tapez sur notre site internet, vous mettez votre code postal, vous saurez quel est le point de collecte le plus proche. Évidemment vous pouvez aller dans nos boutiques. Et dans des déchetteries. Donc on récupère les capsules, on les amène à Rungis dans un centre qu'on a créé, on sépare l'aluminium du marc de café, l'aluminium il est refondu. Alors au départ on le revendait à des fondeurs, après on en a fait des flancs pour les machines, on a des flancs en aluminium sur certaines machines, puis maintenant on fait nos premières capsules avec des capsules. Et puis le marc de café, on peut s'en servir comme compost, on peut faire des briquettes, genre allume barbecue, et puis on s'en sert aussi pour dépolluer des eaux usées. Comme on a Rungis, vous savez, à côté il y a l'aéroport d'Orly, quand ils dégivent les avions, ils utilisent du glycol, de l'eau avec du glycol. En fait, on met ces eaux dans des bassins filtrants, avec le marc du café, on fait pousser les plantes qui dépolluent les eaux. Bon, voilà. Il y a plein de choses possibles avec le café. Mais en parallèle de ça, moi, depuis le départ, je sais qu'en tant que citoyen,
j'ai pas toujours envie de faire tous les efforts pour, voilà, il faut emmener les ampoules, il faut emmener les piles, il faut emmener, bon, il y a déjà beaucoup de choses à faire, et puis les capsules Nespresso en plus, puis moi devant chez moi, j'ai pas envie d'avoir une poubelle Coca, une poubelle Nespresso, une poubelle, bon. Donc je me suis dit, il faut trouver un autre moyen, et je pensais à la poubelle jaune, la poubelle de tri sélective. Donc je suis allé visiter un centre de tri à Sarcelles, je ne sais pas si vous connaissez, mais comme on est là pour parler d'écologie, pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. Donc la poubelle jaune, hein, la plupart du temps, elle n'est pas jaune partout. En fait, elle arrive dans le centre de tri, elle est déchirée, elle passe dans un trommel, c'est comme un gros tambour de machine à laver, et il y a des trous qui font à peu près la taille d'un pot de yaourt, et tout ce qui est plus petit qu'un pot de yaourt n'est pas trié, en fait, n'est pas recyclé, quel que soit le matériau. D'accord ? Donc, j'étais avec ma capsule dans mon centre de tri, là, à Sarcelles, et puis je discutais avec les opérateurs, et je dis, bah moi, du coup, je suis grillé, quoi. Et ils me disent, bah oui, sauf si on fait du surtri. Et là, je dis, mais expliquez-moi ce que c'est. Donc, en fait, passer dans le trommel, les petits objets, ils appellent ça les fines, ou les refus fins. Ils vont sur un tapis, le tapis, après, donc ces refus, ils passent, et puis ils vont soit à la décharge, soit en incinération. En France, c'est 50-50. Mais si on met un électroaimant, ils appellent ça un overband magnétique, on capte les métaux ferreux. Et après, une fois qu'on a capté les métaux ferreux, si on les fait passer dans une machine à courant de Foucault, on capte les métaux non ferreux. Donc si je mets ça sur mon tapis, je récupère tous les métaux. Et en fait, en sortant du centre de tri, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon combat, c'était pas la capsule, et que si un jour je voulais que 100% de mes capsules soient recyclées, il fallait que je fasse en sorte qu'on puisse plus jamais enfouir ou incinérer des métaux en France. Et c'est mon combat depuis 7 ans. J'ai acheté des machines que j'ai données dans les centres de tri, j'ai investi, on s'est regroupé avec d'autres entreprises, on a fait un grand think tank, et depuis 7 ans, on se réunit plusieurs fois par an, on fait des expérimentations, et aujourd'hui, on est en train de déployer. On a 5 centres de tri aujourd'hui. Dans la région parisienne, il y a les Hauts-de-Seine et l'Essonne, où tous les consommateurs peuvent mettre tous les emballages métalliques, les couvercles de pots de yaourt, les plaquettes de médicaments, les bougies chauffe-plat, les pommes-potes. On a trouvé un moyen de recycler les pommes-potes. On les emmène en pyrolyse, qui était une technologie qu'on n'avait pas en France. Et voilà, et on est en train de révolutionner le monde du recyclage des métaux et des composés plastiques et métal. Vous savez, les plaquettes de médicaments, il y a souvent du plastique et du métal, ou les pommes-potes. Et on est en train de faire changer tout ça. Et 3 millions de personnes aujourd'hui qui peuvent le faire, 10 millions la fin d'année prochaine, sûrement 15 millions l'année d'après. Dans quelques années, ça c'est les extensions de consignes. Ce sont les extensions de consignes de tri, c'est ça. Dans quelques années, il sera impensable pour nous d'incinérer ou d'enfouir des métaux en France. C'est important, voilà. Vous voyez, c'était important d'en parler. Comme vous l'avez dit, vous êtes enthousiaste quand vous parlez de ça. Alors, je vais passer la parole à votre voisin, donc Tristan Lecomte, fondateur d'Alter Eco et de Pur Projet, qui travaille aussi avec les plus grands à justement réparer les dommages causés par tous les modes de culture intensifs, aussi les activités humaines pour régénérer tout l'écosystème. Alors, vous avez dû faire aussi un travail d'éducation, parce que je crois que j'avais lu dans votre livre que vous disiez au début écologie et business, je ne vois pas trop le rapport. Je pense que vous l'avez compris aussi au fur et à mesure de vos aventures. Alors, vous aussi, comment vous voyez ça, cette économie positive, et comment on peut faire pour accélérer la transition? Merci beaucoup, bonjour à tous. Je pense que l'exposé d'Arnaud est assez parlant, parce que la première fois que j'ai rencontré Arnaud dans son bureau, il m'a parlé pendant 45 minutes de recyclage des capsules. On l'a échappé belle alors. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, vous avez le nouvel expert de l'ADEME des capsules du recyclage. Non mais c'est génial parce qu'on voit que du coup les préoccupations du public, chaque fois que quelqu'un me propose un espresso, il me dit désolé, c'est pas très écolo, il y a les capsules, etc. Ça lance un grand débat. Et à partir d'une problématique, eh bien, il y a des entreprises et des entrepreneurs aussi, des intrapreneurs comme Arnaud, qui décident de prendre le sujet à bras-le-corps. Et c'est ça l'accélération en fait, parce qu'en plus on voit que c'est pas juste un programme sur le côté, c'est au cœur du processus de création de valeur d'entreprise. Leur capsule, c'est ce qui leur permet d'avoir un café de haute qualité. Et puis, dans plein d'autres domaines aussi, on est sur la préservation des ressources. Au départ, des entreprises, parfois, elles s'engagent pour l'image avec des petits projets de plantation mécénale, et c'est excellent aussi. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller au cœur de la stratégie, au cœur des filières, au cœur des écosystèmes dont les entreprises dépendent, pour toucher beaucoup plus large et ne pas juste investir des petits budgets. Alors, à l'image de, je vais juste illustrer le propos de l'accélération à l'image de mon parcours personnel. Quand j'ai démarré en 98, j'ai quitté L'Oréal et la plupart de mes copains me demandaient quand est-ce que tu reviens travailler ?
parce que c'était un pétage de plomb d'aller bosser dans le commerce équitable ou le bio. Et aujourd'hui, en fait, tous mes potes me disent comment on peut venir travailler dans ce domaine, parce que c'est le secteur d'avenir. L'entrepreneuriat social, c'est le secteur d'avenir. Avec les nouvelles technologies, c'est là qu'il y a le plus gros gisement d'emploi et de création de croissance positive. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a tellement bousillé la planète qu'aujourd'hui, c'est le plus gros gisement d'emploi et de création de valeur. Et les entreprises, elles ne sont pas bêtes, elles le voient, que c'est une manière de réintégrer de la valeur au sein des filières. Donc moi, j'ai commencé avec Altereco, c'était sur le thème du commerce équitable, prix minimum, donc c'est réintroduire de la valeur sociale au sein des filières. On a vu les limites de notre activité avec Altereco. Au bout de 12 ans, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait du mal à se rentabiliser. Et puis, on ne voyait pas comment on allait... on avait fait passer la consommation de produits équitables de 20 centimes par habitant et par an à 3 euros par habitant et par an. Mais ça faisait qu'un paquet de café par habitant et par an. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on allait vraiment aider les gens. Et on ne voyait pas comment on allait arriver à 2 paquets de café par habitant et par an. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a vendu Altereco à Bjorg, pour qu'elle soit dans une plus grosse boîte avec d'autres produits bio pour pouvoir pousser et faire des partenariats plus forts avec la grande distribution. Et puis par hasard, en fait, j'ai commencé à planter des arbres au sein d'Altereco et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres entreprises qui avaient envie comme ça de régénérer leur filière en plantant des arbres suivant ce qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie, ça veut dire de planter des arbres à l'intérieur des champs et autour des champs. Et planter un arbre a de multiples bénéfices, il y en a plus de 100. Donc pareil, moi j'ai une petite conférence de 45 minutes sur les arbres et leurs bénéfices si vous voulez, on pourra en parler après. Donc des bénéfices économiques, environnementaux, sociaux, esthétiques, culturels, spirituels, enfin c'est infini. L'arbre, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut trouver sur Terre pour régénérer les écosystèmes, avoir un impact sur les sols, sur l'eau, sur la biodiversité, sur les revenus des fermiers. Et en plantant ces arbres, on s'est même rendu compte qu'avec ces arbres, on arrivait à un meilleur résultat pour diversifier et augmenter les revenus des fermiers qu'avec le commerce équitable. Et un des premiers opérateurs qui est venu vers nous, c'était au début Nestlé Waters, parce que les arbres aussi dépolluent l'eau en excès de nitrate et de phosphate. Puis ensuite, on a rencontré Nespresso, Ben & Jerry's et d'autres. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que de plus en plus d'entreprises prennent conscience de leur interdépendance avec leur écosystème. Donc on développe des projets à très grande échelle, où là, on est largement au-delà de la question d'image, parce que vous n'êtes pas obligé de planter 10 millions d'arbres pour vous donner une bonne image. Vous pouvez juste en choisir 1 ou 2 ou 5. Et d'ailleurs, je vous interromps, mais si toutes les multinationales du monde replantaient des arbres, on aurait encore plein de... Enfin, ça représenterait quoi? Non, il y a vraiment un potentiel infini. Pour compenser l'empreinte mondiale, il faudrait planter 250 millions d'arbres par jour, 3000 par seconde, donc 90 milliards par an. Alors qu'aujourd'hui, au lieu d'en planter 250 millions par jour, on en détruit 10 millions par jour. Donc on va exactement à l'opposé de là où il faudrait aller. Ça, c'est notre système qui fonctionne à l'envers, mais que ce soit pour commerce équitable, bio, tout. Dans tous les domaines, on est une goutte d'eau. Ça, c'est vraiment... Donc dans tous les domaines, on fait du greenwashing, puisqu'on est sur la mince surface d'action, et que même si on va au cœur on essaie d'aller au cœur de processus des entreprises, ça ne représente rien ou quasiment rien à l'échelle des enjeux. Parce qu'il y a souvent ce débat, alors est-ce que les entreprises font ça pour se donner bonne conscience ou pas? Oui, vous avez prononcé le mot de greenwashing, ça vient très vite. De toute façon, ça c'est la question qu'on va vous poser. Oui, ils sont en train de planter quelques arbres, un petit programme de compensation, c'est bien, ça fait joli. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, nous, individuellement, on émet 10 tonnes par an, 100 fois plus qu'un Éthiopien. 10% les plus riches, les personnes, les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des émissions, alors qu'on sait qu'on va dans le mur. Donc pourquoi est-ce qu'on n'agit pas chacun aussi individuellement? C'est facile de critiquer les grosses boîtes, mais on peut aussi commencer à agir chacun. Et surtout, je veux replacer ça dans le contexte. Donc nous, avec Pure Projet, on a planté 5 millions d'arbres en 8 ans, donc ça fait une demi-journée de déforestation. Les bras pourraient nous en tomber, mais non, on a décidé de relever le défi. Et alors là-dedans, il y a un truc très français, c'est qu'en France, parce qu'on est très intello et on a un esprit très critique, alors c'est parce qu'on bosse dans beaucoup de pays, plus de 30 pays dans le monde, mais il n'y a qu'en France qu'on trouve ces questions. C'est alors, est-ce qu'il faut aider les grosses boîtes à bouger ou pas? On leur dit, mais même avec ces grosses boîtes qui s'engagent, par exemple, massivement, comme Nespresso ou Accor ou autres, ce qu'on a fait, c'était une goutte d'eau. Et au Pérou, par exemple, on a aidé des producteurs qui fournissaient Altereco en cacao à planter 20 000, puis 100 000, puis 3 millions d'arbres, et après en prendre en concession 400 000 hectares, mais ça ne représente rien par rapport aux enjeux de la région. 70% de la forêt est concessionnée pour des concessions pétrolières, et nous, ce qu'on a réussi à préserver, c'est même pas 1% de la forêt. Donc aujourd'hui,
même l'engagement des entreprises n'est pas suffisant, il faut l'engagement des politiques. Donc sur ce projet au Pérou, on a fait venir d'ailleurs l'UNESCO, qui va annoncer l'année prochaine que sur 2,4 millions d'hectares, le projet qu'on avait démarré au début avec Altereco, puis avec des partenaires comme Nestlé, etc., va être enregistré sur 2,5 millions d'hectares. Mais là, nous, on n'a pas les budgets pour financer 2,4 millions d'hectares de régénération de terres dégradées et de conservation. Et il y a l'UNCCD qui va annoncer, dans le cadre de la COP, justement, qu'elle lance un gros fonds de 2 milliards de dollars par an, dans lequel le projet du Pérou qu'on défend va être présenté pour apporter des cofinancements d'État. Il y a les fonds d'investissement aussi qui se mettent dedans, avec les fonds qu'on appelle d'Impact Finance. Et aujourd'hui, du coup, on voit qu'il y a une porosité de plus en plus forte entre le monde de la finance, des États, des entreprises, des ONG. C'est ça qui accélérera la transition. C'est ça l'accélérateur, c'est la réconciliation, la non-dualité, pas chercher ce qui nous sépare des gens, pas construire des murs, mais construire des ponts et voir les complémentarités. C'est ce qu'on faisait avec Altereco en vendant les produits équitables en grande distribution, malgré la contradiction que ça peut représenter. Et c'est aujourd'hui, je pense, ce qu'il faut faire. Et c'est un message qu'il faut dire en particulièrement en France parce qu'on est très suspicieux, beaucoup dans la critique, etc., dans le green bashing même, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir, on se sent meilleur que les autres parce qu'on peut critiquer une grosse boîte, mais soi-même on ne fait rien du tout. Donc ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de la... Il ne faut pas être béni oui-oui, et il faut des lanceurs d'alerte, il faut Greenpeace pour dénoncer et pour pousser un peu tout le monde à agir. Il faut la carotte et le bâton. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de carottes. Il y a beaucoup de bâtons et il faut surtout donner des solutions, que beaucoup de gens montent des purs projets, des entrepreneurs sociaux donc se lancent parce que c'est un vecteur de croissance, c'est un vecteur d'emploi, c'est un vecteur de solutions. Donc c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète et on le voit donc, et la COP c'est un excellent moment pour voir ça. Faire travailler ensemble le public, le privé et les citoyens avec le crowdfunding. Tout le monde a sa place, donc c'est l'heure du changement et plus du constat. Le constat, on l'a fait, le monde il va droit dans le mur, donc maintenant c'est l'heure de l'engagement et l'engagement massif. Alors évidemment, dans un instant, on pourrait poser des questions à nos intervenants, mais il faut évidemment passer la parole à François Marting. Il a fait la gentillesse de devenir président de Shenley. Alors là, on est dans un autre profil, mais c'est ça qui est intéressant dans ce débat aussi. Vous êtes dans le Pas-de-Calais et vous avez trouvé une solution pour répondre à la pénurie de logements sociaux. Vous faites aussi de l'insertion. Vous dites que justement, les maisons écologiques, ce n'est pas pour les plus riches, ça peut être aussi pour les gens qui n'ont pas de moyens. Et alors vous, l'écologie et l'économie, vous voyez bien à quel point c'est lié. Alors la même question aussi, à travers votre témoignage, comment on peut faire aussi pour aller vers cette économie positive et accélérer la transition. Alors bonjour à tous, 2 petites mises au point, je n'étais pas prévu sur le programme, vous allez voir que le niveau baisse d'un coup. 2, je ne suis plus président parce que j'ai laissé la place, c'est une nouvelle présidente, on a une génération de 35-40 ans qui a pris en charge notre groupe, c'était un souhait que j'avais. Eh bien, ravi de le savoir. Mais... J'ai un slogan pour Tristan, je voulais marquer sur mes camions, la filière bois, les humains trinquent. Tu peux le prendre, ça peut marcher. Voilà. Alors, pour dire d'où je viens et ce qui m'a fait faire ce que je fais, moi, quand j'étais petit à l'école, on m'a dit qu'en 2000, les machines travailleraient à notre place. Ça m'a complètement bousillé ma scolarité parce que j'ai rien foutu. C'est exact qu'en 2000, les machines ont travaillé à notre place et on n'a pas su ce qu'on faisait des gens. Et moi, les entreprises d'insertion n'existaient pas. Donc, mon entreprise d'insertion, à 17 ans, j'ai quitté la région parisienne. Ça a été les moines de Tamier. Et je me suis retrouvé de la banlieue parisienne dans une espèce de château fort avec des gars habillés comme au Moyen-Âge. Et alors, eux, ils étaient très écolos. Mais avant l'écologie, ça s'appelait la nature, ça existait déjà. Et eux, ça ne leur serait pas venu à l'idée de ne pas faire quelque chose de naturel. Voilà. J'ai appris à travailler avec eux. J'ai fait mon rêve d'enfant, d'être chauffeur routier. Et ensuite, je me suis occupé avec quelques copains et un curé un peu déjanté des premiers réfugiés à Calais, parce qu'on parle beaucoup des réfugiés, mais c'est un problème à Calais qui a plus de 30 ans, et ça se passait bien autrefois, et des jeunes qui ne trouvaient plus de travail. Et comme moi, j'avais été un cancre, on a cherché un métier volumineux, fatigant, qui faisait du bruit, parce que les mecs, si vous ne les fatiguez pas, c'est eux qui vous fatiguent, on avait de l'expérience. Voilà. Donc, on a lancé une entreprise de palettes en bois, puis on a repris une scierie, puis notre aventure a commencé. Alors, dans mon parcours, moi, j'ai 4 ruptures. La première, ça a été les moines. La deuxième, c'est qu'un jour, j'ai fait un executive MBA. Purée, je suis passé de bac-15 à bac+7, j'ai épaté mes gamins. J'ai découvert ce que c'était que les vrais cadres, des gens qui travaillent à fond, mais qui réfléchissent pas beaucoup. J'ai ensuite fait une autre... Mais c'est vrai,
et c'est pas de leur faute, on leur demande de bourriner comme des tarés, ils n'ont même plus le temps de penser, ce qui devrait être le boulot. Bon. Ensuite, j'ai fait une autre rupture, comme j'avais beaucoup écrit sur l'économie solidaire. Je suis devenu le conseiller, le chef de cabinet de Guy Asquette à l'économie solidaire. J'ai écrit l'épargne salariale solidaire, la réforme du code des marchés publics, et j'ai découvert ce monde merveilleux de l'administration. J'imagine un doctorant qui, en 2500, tombe à faire de l'archéologie sur les années 2030, il tombe sur un permis de construire, un dossier de subvention FSE et je ne sais pas quoi d'autre, le code du travail. Le mec, ils disent quand même à l'époque, ils n'avaient pas de boulot, mais quand il s'agissait d'écrire des conneries, purée, c'était quand même assez fort, les gars, quoi. Hein, voilà. Et j'ai fait une quatrième rupture, c'est quand je suis revenu du ministère, l'entreprise qui avait 200 salariés à l'époque avait très très bien marché sans moi. Donc j'ai repris mon camion pendant un moment pour réfléchir, et puis au bout de quelques temps, j'ai dit aux gens, ok, on va faire du logement social. C'est quand même complètement anormal que les plus pauvres et ceux qui ont les baraques les plus dégueulasses, on sait vraiment comment fabriquer les pauvres de demain et le travail des travailleurs sociaux. On fait des maisons où les gens n'arrivent pas à payer leurs charges, dans des endroits impossibles, et puis après on dit il y a des problèmes sociaux. Au passage, faites cette devinette dans une soirée, vous aurez toujours du succès. À part la France et quelques quartiers anglais, citez-moi un seul pays d'Europe qui a des problèmes de logement social. Et avez-vous vu un seul reportage sur un pays d'Europe qui a des problèmes de logements sociaux? Alors c'est très simple, les pays du Sud, grâce aux grands démocrates qui étaient Mussolini, les colonels grecs, Salazar, Franco, avaient bien compris qu'il fallait que quelqu'un soit propriétaire de sa masure pour pas qu'il fasse des révolutions. Et les pays du Nord, ils font des bons logements. Et nous, les Français, on donne des leçons à tout le monde. Alors, j'ai fait ça, j'ai commencé, on est 300 dans la boutique, on a le mec qui a fait le tunnel sous la Manche chez Métro de Copenhague, le directeur financier de Noroto, un directeur d'Auchan, puis aussi des gens qui arrivent du RMI qui sont cadres. Et avec tous ces gens-là, j'ai dit, les gars, pour la première fois de notre vie, on va d'abord apprendre un métier avant de le faire, et on a fait 10 maisons écolo. Et vachement fier, j'ai été voir les SA d'HLM pour leur dire, vous vous rendez compte, ça consomme 4 fois et demi moins de charges. Les gens avec la CAF, ils arrivent à payer leurs charges, payer leur loyer, il leur reste 30-40 € par mois. C'est génial, on a trouvé la solution du logement social en France. Alors qu'on parle de rénovation énergétique en ce moment et dans les logements sociaux, que ça coûte cher, ça. J'y viendrai parce que c'est pas parce qu'on va les rénover qui vont être adaptés aux personnes âgées. Alors, j'ai pris 2 modèles parce que moi je suis un feignant contrarié, donc je vais direct tout c'est bien. Donc, pour les normes, j'ai pris la Suisse au niveau de l'écologie parce que les normes françaises, c'est fait pour pas se faire toper. Les Suisses, c'est parce que c'est utile. C'est très con, mais c'est comme ça. Et pour le handicap, j'ai pris les normes suédoises parce que les Suédois, mais tout est pensé dans un logement suédois pour les personnes âgées ou pour le handicap. Détail idiot, je vous en donne un. Le miroir est décollé du mur. Comme ça, grand-mère, quand elle doit se maquiller, elle peut rester assise pour coller son dentier et tout. Puis pépère, qui a travaillé toute sa vie et qui a mal au rein, ben, il met la vide dans l'autre sens et il peut se raser debout. Voilà, tout est pensé. Et puis à partir de là, j'étais voir les SA d'HLM et je me suis pris, excusez-moi de le dire, la branlée de ma vie. Qu'à cause de moi et tout l'argent que ça allait coûter, il y aurait plein de gens qui seraient mal logés en France. Donc, comme j'ai une personnalité atone effacée, j'ai piqué une colère assez importante et j'ai adhéré au MEDEF. Et au MEDEF, j'ai pris le mandat du 1% logement, donc le mandat de gestion d'une SA d'HLM. Vous dites que vous êtes le seul écolo catho au MEDEF, c'est ça? Oui. Et alors, de façon très admirative, j'ai une grande admiration pour le milieu du logement social. Il ment encore mieux que le social en France. Respect total. Donc, à cette époque-là, je me suis dit, mais on va devenir nous-mêmes bailleurs sociaux. Et j'étais accompagné par la fondation Ashoka, qui m'a fait un bien absolument fou, en même temps que Terre de Liens, c'était la même année. Et je me suis dit, on va faire du logement social à 3 000 € le mètre carré, hors taxes, hors foncier, aux normes suisses et aux normes suédoises. Et là, ça a commencé à intéresser des investisseurs, parce qu'ils ont dit, tu sais, même racheter les tours d'Aubervilliers, on ne le fera jamais. Mais par contre, tout logement, c'est certainement une solution pour l'avenir. Donc, c'est les gens qui ont de l'argent qui se sont intéressés à mon projet. Ce n'est pas les écolos, ce n'est pas l'administration. Mes actionnaires. Mais c'est peut-être par l'argent, justement, par le financement que ça passera à beaucoup de choses. J'y viendrai, du verbe vient dire, troisième groupe. Donc, mes actionnaires sont GDF Suez, Schneider, BNP Paribas, Amundi, Crédit Agricole, Caisse des dépôts, G2R, des fonds éthiques, etc. Je n'ai pas levé beaucoup. Pour l'instant, j'ai levé 9 millions, mais maintenant, l'appétit vient. J'ai compris comment ça marchait. Je vous raconterai comment je suis avec les banques suisses. L'étonnant, c'est que je suis un des rares citoyens à vivre d'une loi dont j'ai écrite sans être en prison, puisque c'est l'épargne salariale solidaire. Il faut savoir que l'argent de vos retraites ou l'argent de vos intéressements ou de votre épargne peut être mis à des endroits qui bousillent la planète.
Et de décider de faire des placements solidaires, c'est quelque chose d'hyper important. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que où on va voir les gens en leur disant « Oh, c'est vachement beau ce que je fais, mettez de l'argent, mais ou je ne vous rembourserai pas, ou je ne vous rémunérerai pas. » Et vous trouvez quelques copains un peu aussi fêlés que vous. Bon, c'est sympa, mais ça ne va pas loin. Ou vous vous apercevez que c'est un vrai business model et que vous pouvez donner une valorisation de part. Et moi, il m'a fallu avoir le courage. Alors, il faut vous dire qu'en comptant mes stock options, mes retraites chapeau, une prime de bienvenue, je touche 2 365 € net par mois. Et comme dit mon épouse, qui a toujours beaucoup de bon sens, on gagnerait le double, on le dépenserait. Vous voyez, en gros, quoi. Voilà. Donc, j'ai compris que je devais avoir l'humilité de ne plus parler d'écologie seulement, mais de vrais business et vrais modèles, et interroger pourquoi nos modèles économiques actuels bousillent la planète, ne sont pas rentables, ont un coût diplomatique et guerrier absolument monumental, et qu'il fallait inventer une autre économie. Et que cette économie, moi, vous voyez, sur 300 salariés, je devrais virer 100 personnes pour acheter des bois des pays de l'Est, qui arriverait à 80% du prix de ce que je fais et dont la moitié du prix du chargement de bois serait du péage et du gasoil venant des pays de l'Est. Donc aujourd'hui, être entrepreneur, excusez-moi, c'est avoir le courage de réinventer nos modèles, de dire qu'on a une fiscalité qui va subventionner ce qui fait perdre au pays et que ça serait bien d'activer les dépenses passives de ce que coûte un chômeur, etc. Alors je travaille avec du bois local, du peuplier, de la paille. Expliquez-moi où est-ce qu'on ne trouve pas de paille en France, de la terre crue, où est-ce qu'il n'y a pas de terre en France. Voilà. Et le vrai boulot, ça a été de dresser les ingénieurs. Alors programmer les ingénieurs, tout le monde sait faire, mais les déprogrammer, je peux vous assurer, c'est un métier, j'en ai 14 dans la boîte. Donc comment est-ce qu'ils font pour inventer les métiers, pour que les gens arrivent à travailler? Alors je vous donne juste un exemple pour terminer. Les Américains sont en train de nous doubler à une vitesse folle. J'ai acheté une petite scie américaine moderne en plus de notre grosse scierie. Et là où il faut 1 an et demi pour former quelqu'un à scier des troncs d'arbres, les Américains, ils ont tout inversé. Ils ont enlevé les savoirs sur les machines. Et par exemple, sur la nouvelle scie, ils ont mis 2 joysticks de Game Boy. Les mecs des quartiers qui font du Super Mario à longueur de journée, en 3 jours, ils savent travailler sans diplôme, là où il fallait 1 an et demi de formation. Donc, nos modèles sont perdants. On les explique de façon pénible, on veut être compris tout le monde et on est fantastique pour dire pourquoi on ne peut pas faire. Je trouve qu'à un moment, il va falloir qu'on retrouve un petit peu du sens de l'humour. Et pour terminer, comme on est dans une période un peu troublée, permettez-moi de citer le Coran pour un catho. C'est dans le Coran qu'a marqué « Seuls les fêlés laissent passer la lumière ». Voilà. Merci à vous, François Marty, pour cette belle démonstration. Et alors, on va passer la parole, évidemment, si vous avez des questions à poser. Mais avant, un témoignage supplémentaire qui est important, c'est celui de Didier Péréol, qui est juste devant ici au premier rang, le fondateur d'Equibio, qui vient de publier, enfin, il y a quelques semaines, un livre, Entreprendre pour un nouveau monde, la réussite autrement, chez Jacques-Marie Lafon, éditeur, avec quand même une préface de Pierre Rabhi et une postface de Corinne Lepage à mes côtés. Et donc évidemment, vous me racontez toute votre histoire d'entrepreneur, de fils d'agriculteur, votre démarche aussi autodidacte, finalement aussi, il y a eu beaucoup de tout ça. Et vous êtes un chevalier du bio et vous avez vraiment envie de dire, on peut le dire comme ça, qu'on peut entreprendre autrement et pour un nouveau monde. Donc je vous passe la parole. Oui, merci. Tous ces témoignages qui sont très intéressants. Je ne vais pas parler d'entrepreneur, mais je vais parler de notre ventre. On nourrit 3 fois par jour notre ventre. Alors rapprochez-vous du micro. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a une alimentation qui est très déficiente, qu'on a un problème sur notre éducation par rapport aux enfants. Je vais parler des restaurations scolaires. Comment on peut construire un monde demain meilleur avec notre alimentation? Parce que si on veut avoir une bonne réflexion, il faut être bien nourri pour pouvoir bien développer notre intelligence constructive, notre intelligence d'innovation. Et dans l'alimentaire, parce qu'on consomme seulement 15% de notre budget à l'alimentation. Aujourd'hui, on vient de parler d'une construction, des constructions aussi, et on met beaucoup de budget dans la construction, mais l'alimentation est un peu délaissée dans notre système économique. Et pour avoir des générations futures, il faut déjà préserver cet environnement, protéger aussi l'agriculture, parce que le problème aussi, c'est que le monde agricole est en pleine souffrance. Une agriculture bio, en fait, c'est simplement prendre soin du sol d'abord. Et si on veut un bon sol, il faut des agriculteurs qui en prennent soin. Et
éduquer, former aussi le monde agricole. On vient d'en parler, tous les dômes qu'on a aussi sur l'agriculture en France. On est le premier pays en avance, on est le premier consommateur de produits agrochimiques, malheureusement, et même le troisième consommateur de produits aussi pour la santé. Donc tout ça, la corrélation entre la terre, notre alimentation et notre santé est clairement établie. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le sujet. Les maladies de notre civilisation, le cancer, etc. Parce que je sais que le temps est compté, on ne va pas rentrer là-dedans. Simplement que je mette en exergue, c'est qu'aujourd'hui, il faut redonner goût aux agriculteurs à produire des produits de qualité, les accompagner dans ces démarches philosophiques, redonner au goût aux cuisiniers dans les cuisines pour nos enfants, parce qu'il y a énormément de repas qui sont consommés en dehors du foyer. Donc c'est tout un accompagnement pédagogique. C'est ce qu'on fait aussi au niveau de notre entreprise et de notre fondation, parce que donc on essaie de s'engager au-delà d'entrepreneur que je suis dans une démarche au travers d'une fondation pédagogique pour essayer d'expliquer un peu comment s'alimenter demain. C'est reconstruire un monde nouveau, c'est faire une révolution, parce qu'on en a parlé beaucoup ce matin et beaucoup les témoignages qu'on a ici. C'est que dans l'incidence climat, on doit revoir et repenser notre alimentation qui est fortement carnée. Donc je travaille beaucoup dans le domaine des graines, c'est d'aller de la graine à l'assiette avec des produits beaucoup plus équilibrés et éviter de consommer 3 fois par jour de la viande. Non seulement ça, je ne suis pas pour le végétarisme parce qu'il faut des animaux sur une exploitation agricole pour pouvoir faire le sol, mais il faut repenser tout ça. Et malheureusement, dans l'incidence climat qu'on a, le débat qui est actuellement, l'alimentation, elle n'est pas à l'ordre du jour. Alors que c'est un débat important à travers la planète qu'on constate aujourd'hui, la dérégulation de notre alimentation qui entraîne d'ailleurs des phénomènes psychosociaux à travers notre planète et de santé qui sont très importants. Voilà un petit peu le témoignage que je voulais apporter, cette vision sur notre alimentation et de donner une autre vision à nos enfants sur la planète en demain. Corinne a parlé tout à l'heure de la problématique aussi des enjeux qui ne sont pas liés à notre économie, ce qu'on appelle les coûts cachés, parce que tout le monde va me dire le bio c'est plus cher. Mais oui, il est plus cher, c'est normal. Déjà on paye pour certifier, pour le garantir, pour le contrôler. Et en plus, tous les coûts cachés qu'on ne compte pas dans les techniques de production agricole, c'est-à-dire la pollution de l'eau et des nappes phréatiques, qui vont nous coûter de plus en plus cher pour dépolluer cette eau, ce qui fait que c'est toute la collectivité qui le paye. Et tout à l'heure, Corinne a cité Romain Ferrari, il l'explique très bien dans une autre conférence qui a lieu ici, il explique les coûts cachés qui sont payés par la collectivité. Mais quand la facture va s'allonger, si les entreprises payaient et si le consommateur payait le prix réel d'un produit qu'on trouve dans les rayons, d'ailleurs ceci dit en passage, l'agriculteur est tellement mal rémunéré aujourd'hui qu'il y a moins en moins d'exploitation, qu'on voit que l'agriculture est en faillite et qu'il n'y a qu'un moyen de pouvoir sauver notre système agricole et notre agroéconomie, c'est de remettre l'agriculture biologique au terme du terme. Je suis en Ardèche, si aujourd'hui il n'y a pas d'exploitation agricole qui se développe dans l'univers du bio, il n'y a plus d'agriculture. Plus d'agriculture, plus de tourisme. Donc l'agrotourisme qui est un peu notre force en France, et ben demain, si on ne pense pas, on ne réfléchit pas, comme c'est fait en Autriche ou dans 2 pays d'Europe, où on associe cette notion du monde agricole, du monde paysager, et s'il n'y a plus de ruralité, il n'y a plus d'espace. Et puis je viens de le dire, il ne faut pas oublier que 3 fois par jour, si on est nourri, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui, sur cette planète, cultivent des produits. Et il faut que ce soit des produits avec une énergie, avec une qualité nutritionnelle. J'insiste là-dessus. Et c'est très important pour notre civilisation et l'avenir. Et puis, qu'est-ce qu'on a laissé à nos enfants? Le problème aujourd'hui dans les écoles, on a le système d'éducation nationale a une grosse carence. On ne donne pas de l'éducation à nos enfants sur l'équilibre alimentaire. Remettre des potagers dans les écoles, bio bien entendu, leur expliquer à un enfant quand on sème une graine, ce que ça produit, etc. Vous avez combien d'enfants qui savent qu'une fraise, c'est à même le sol, etc. Donc il y a plein de choses, et ça c'est les choses élémentaires de la vie. Je ne parle pas des phénomènes qu'on constate aussi au niveau du monde agricole sur des problématiques de santé, etc., etc. Voilà, donc c'était un clin d'œil pour l'alimentation et bio. Voilà, je suis convaincu que demain, n'importe comment, notre alimentation, elle sera toute alimentée en bio ou elle ne sera plus. Oui, j'avais une dernière citation, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine Saint-Exupéry. C'est une belle citation à rappeler. Merci à vous Didier Péréol pour ce témoignage et l'importance de l'alimentation. On parlait du bio, vous voyez à quel point parfois il n'est pas vraiment tout à fait soutenu le bio, mais on revient toujours finalement aux mêmes questions, aux questions de normes, de fiscalité, de réinventer nos modèles. Donc de beaux témoignages. Évidemment, on est prêt ici à écouter toutes vos questions. Il ne faut pas hésiter donc à les poser. Vous avez devant vous un micro, il suffit d'appuyer sur un petit bouton rouge et de les poser à nos intervenants. Je suis sûre que ça a suscité pas mal de
Oui, allez-y, je vous en prie. Donc bonjour, j'aurais une question pour Monsieur Deschamps par rapport justement au tri des capsules Nespresso. Donc vous avez parlé que vous investissez justement dans ces méthodes de tri, que vous êtes de nombreuses entreprises, que vous avez acheté des machines, que vous cherchez à mettre au point des techniques. Mais justement, ce financement, est-ce que c'est par pur altruisme ou est-ce que vous avez un bénéfice derrière autre que le sentiment citoyen ? Alors, rien par altruisme, parce que, entre guillemets, parce que ce que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir de l'économie positive, c'est la rencontre de la raison économique avec la raison écologique. Ce sera pérenne si ça crée de la valeur. Parce que si ça ne crée pas de la valeur, quand les entreprises, tout d'un coup, parce que ça arrive, sont un peu en difficulté, si ce n'est pas ancré dans leur modèle, elles arrêtent en fait. Elles disent, bon, mais ça, l'écologie, ok, je vais couper un peu et puis je le referai quand ça ira mieux. Vous voyez, donc l'idée, c'est au contraire, c'est de l'ancrer dans le modèle de création de valeur. Alors après, votre question, c'était précisément sur le financement. Alors le financement, en fait, aujourd'hui, on a compris que si on voulait recycler la capsule Nespresso, il fallait faire en sorte qu'on puisse recycler tous les métaux. Donc on a fait ce pilote-là et maintenant, l'idée, c'est de prouver, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prouver que c'était économiquement intéressant pour la collectivité au global et évidemment écologiquement intéressant. Maintenant que ça s'est acté, on a les soutiens qui sont là. C'est-à-dire éco-emballage, dans tous les centres qui s'équipent, verse 300 € par tonne de cette nouvelle matière qui avant était incinérée ou enfouie. D'accord ? Alors il y a en plus de ça, il y a des coûts de non-enfouissement. Bon, le système se met en place. On a signé un partenariat avec l'Association des maires de France pour déployer ça. Et puis nous maintenant, on a des gens alors qu'on paye Nespresso, qui vont dans tous les centres de tri et puis qui font des caractérisations, qui font le modèle de financement pour prouver dans les centres de tri des collectivités en leur disant voilà, si on le fait, c'est rentable, voilà en combien de temps vous pouvez rentabiliser l'investissement. Alors ce qu'on a fait nous Nespresso pour continuer à pousser les entreprises, c'est qu'on a créé un fonds de dotation pour le recyclage de l'aluminium. Et en fait, chaque centre de tri en France qui s'équipe, il reçoit donc pour chaque tonne triée 300 € d'éco-emballage, et nous on abonde de 300 € en fait. Et ça, c'est pas pour nos capsules, hein, c'est pour l'ensemble des métaux qui sort en fait. Donc on a décidé finalement de s'auto-taxer, on va dire, pour contribuer au financement collectif du tri des métaux en France. Voilà. Alors, par altruisme, bah oui, parce que quelque part, comme je vous disais tout à l'heure, nous, dans notre entreprise, on n'est pas que des salariés, on est aussi des citoyens. Ça fait du sens pour nous, pour les collaborateurs de Nespresso, savoir qu'on va avoir quelque part que grâce à nous, on n'enfouira plus, on n'incinéra plus de métaux, c'est très porteur. Ça donne du sens, ça donne un supplément d'âme à ce qu'on fait. Donc évidemment qu'il y a un peu d'altruisme, mais il faut quand même que ce soit dans le modèle économique de Nespresso. Et ce qu'on veut, c'est que les gens ils prennent du plaisir à déguster ce qu'on appelle nos grands crus de café, et on ne veut pas qu'ils aient un arrière-goût après, quoi. D'autres questions ? Oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour, c'était une question pour Corinne Lepage. J'ai trouvé extrêmement intéressant la création de ce mouvement MEN pour mutualiser, échanger, faire du plaidoyer. Je me demandais si dans d'autres pays il y avait des mouvements équivalents et si vous aviez déjà des liens ou si vous envisagiez d'en créer, parce que je pense que même si l'échelon local est important, je pense que de créer un mouvement international, ça l'est tout autant. Merci Madame pour votre question. On a commencé effectivement au niveau local puisqu'on a créé les MEN régionaux, donc on en a à peu près dans toutes les régions de France maintenant. Nous souhaitons effectivement travailler au niveau européen, donc ça c'est une étape prochaine, et il y a un équivalent qui est en train de se créer au niveau africain, qui a pris contact avec nous. Et donc je pense que la première coopération qui se mettra en place, c'est avec un MEN africain, voilà, qui est en train de se monter de manière tout à fait différente d'une autre, hein. Il n'y a pas de lien, mais voilà, quelqu'un a eu exactement la même idée, mais à l'échelle de l'Afrique, ou tout au moins d'un certain nombre de pays africains. Et donc, voilà, j'espère que dans les semaines ou les mois qui viennent, on va pouvoir monter une coopération, ce qui n'empêche pas, évidemment, de travailler au niveau européen.
D'autres questions, je vous en prie. Oui, allez-y. Une autre question pour vous, Corinne Lepage. Est-ce que des associations type le CJD vous a rejoint et puis, puisqu'on on parle des entrepreneurs d'avenir, est-ce que les entrepreneurs d'avenir aussi vous ont rejoint? Nous avons le plaisir effectivement de compter Jacques Hubrecht dans notre conseil d'administration. Donc les entrepreneurs d'avenir sont partie prenante. Le CJD en tant que tel, pas encore, mais nous souhaitons qu'il intervienne. Nous avons parmi nous Didier Livio, qui est un des anciens présidents du CJD. Nous avons des fédérations qui nous ont rejoints, Cosmebio, Fédérec, Altertex notamment. Voilà, et donc il y a à la fois, c'est très divers, puisque vous avez des auto-entrepreneurs, vous avez des PME, vous avez des ETI, vous avez des fédérations. Vous avez, par exemple, comment ça s'appelle, le truc de François-Michel Lambert, l'Institut d'économie circulaire nous a rejoint aussi. Voilà, donc si vous voulez, c'est vraiment très ouvert. C'est à la fois pour les entreprises et les entrepreneurs, et avec cette vision de faire travailler les gens ensemble et de peser pour qu'on aille vers des règles du jeu qui soient quand même moins stupides. J'ajouterais, si vous permettez, Corinne, c'est les entreprises du bio aussi rejoignent et font partie. Je fais partie d'Entrepreneurs Avenir et je suis très très près le mouvement qui a été initié par Corinne, parce que je crois que le rassemblement doit être très large avec différentes expériences d'entrepreneurs qui ont à témoigner dans ce mouvement général. D'autres questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Il faut trouver un micro. Bonjour, ma question est pour Didier, je pense. Tout à l'heure, Christian a parlé du fait qu'un Éthiopien consommait 100 fois moins de CO2 que quelqu'un d'ici. Je viens juste d'Addis Abeba, j'étais là-bas hier en fait, je viens juste d'atterrir d'Addis Abeba. Et on est là, la réflexion sur l'économie positive m'interpelle beaucoup. Et ils sont très concernés là-bas aussi pour la CE. Ils pensent que c'est très pollué et tout, même si c'est pire ici. Et donc, Didier, vous avez mentionné que vous ne soutenez pas le végétarianisme pour une phrase que vous avez dite trop rapidement. Je n'ai pas compris, parce que justement, par rapport à ce décalage de pourcentage, juste par la nourriture et la viande est un des grands problèmes pour l'économie mondiale et lié à la viande. Du coup, comme vous avez mentionné que le végétarianisme n'était pas quelque chose que vous soutenez, je voulais savoir si j'ai bien compris ou pas, parce que ça me semblait essentiel pour une économie positive. Alors Didier Péréol, vous allez répondre, puis un éclairage aussi Tristan Lecomte, allez-y. Complétera. Non, je n'ai pas dit que je ne soutenais pas le végétarisme, au contraire, je dirais qu'on est pour la pluriculture alimentaire. D'ailleurs, on constate actuellement que le végétarisme est en pleine évolution, en pleine progression, ce que j'appelle le vegan. Je dis enfin un constat, mais c'est quelque chose qu'on doit accélérer. Je dirais qu'on ne consomme pas assez de graines et on a sur notre planète une diversité alimentaire très importante. Je suppose que vous connaissez toute la petite graine de quinoa que j'ai découvert il y a une trentaine d'années, mais on travaille le riz de Camargue, le Pied-Pau de Provence et plein d'autres ingrédients qui sont produits dans nos régions françaises, le millet, le sarrasin, etc. Au contraire, je pense que la diversité alimentaire crée une richesse, et la culture d'ailleurs qu'on trouve à travers la planète sur les équilibres qu'on soit en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Il y a toujours aussi des équilibres entre la céréale et la légumineuse, et qu'on a trop poussé sur le carnet. Je dis simplement qu'il faut revoir un équilibre sans aller à les excès aussi. Mais je suis complètement partisan du végétarisme. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, dans mon entreprise, on fabrique que des produits végétaux. Alors, Tristan, il connaît bien aussi la problématique, donc il peut compléter. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que la viande, c'est un élément, enfin les produits carnés, c'est un élément fondamental. 90% des causes de la déforestation sont d'origine agricole. Donc on ne coupe pas la forêt pour faire du bois ou du papier, mais principalement pour planter du maïs, du soja, OGM de préférence, et du palmier à huile. Et ensuite, sur ces surfaces agricoles, 70% des surfaces agricoles sont destinées à l'alimentation animale. Donc faites le calcul, 90 fois 70, ça veut dire que 60% des causes de la déforestation sont directement liées à notre consommation de viande. Et en France, on dit qu'on est des défenseurs, qu'on est contre les OGM, mais 80% des tourteaux de soja
qui sont la base de l'alimentation pour les fermes industrielles, viennent du Brésil, donc sont directement issus de la déforestation et sont des OGM ou des produits qui ont été contaminés au transgène. Donc toute la viande que l'on mange, à 80%, c'est de la viande qui est contaminée par des transgènes. Je ne dis pas que c'est prouvé, enfin, certains disent que oui, d'autres que non, mais en tout cas c'est un risque. Et donc cette consommation, en Europe on consomme 80 kg, désolé si je plombe l'ambiance, 80 kg de viande par habitant et par an. Dans les pays du Sud, on est à 20 kg. Si tout le monde veut arriver à 80 kg, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs au niveau de la santé ou autre, il n'y aura plus de surface disponible, donc il faudra couper toute la forêt. C'est pour ça que surtout avec l'aberration de faire, je vous interromps, mais de faire manger du tourteau de soja à nos mais quel sens vaches, ça a en fait par exemple, quand il y a eu certaines faillites d'élevage de poulets en Bretagne, j'étais désolé pour ces entreprises, mais en même temps c'est une bonne nouvelle, ça montre que la course vers le bas, ça va nulle part. Faire du poulet toujours moins cher avec des produits qui sont issus de la déforestation, là encore il y a un nombre de coûts cachés énorme, et pour en plus consommer des protéines de mauvaise qualité. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Et aujourd'hui, de plus en plus, on peut voir à l'intérieur des filières. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir comment je peux agir concrètement pour le climat personnellement, ben c'est très simple, réduire sa consommation de produits carnés. Je pense que ce que tu as voulu dire, c'est qu'il ne faut pas opposer, parce que si tu dis ouais, devenez végétarien, les gens sont là, mais non, mais moi j'aime le saucisson, et puis moi je suis producteur de je sais pas quoi, donc de pâté. Donc pas d'ostracisme, c'est la réunion, la réconciliation, la recherche de sens aussi. On se sent mieux en ayant consommé au moins un animal qui a vécu dans des conditions dignes, parce que quel sens ça a de manger un animal qui a vécu dans des conditions totalement indignes, dans des conditions d'abattage aussi horribles. Il y a 60 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour la consommation humaine. 60 milliards, et je pense que la grande majorité d'entre eux, ils n'ont pas eu une vie d'animal, même enfin, d'être vivant, ils ont été considérés comme un produit. Est-ce qu'on a envie de ça pour notre société et pour l'avenir? Je ne crois pas. Donc c'est tout bénéfice de finalement réduire sa consommation de produits carnés. Et si on va en Ardèche et qu'il y a un producteur qui vend son cochon, ben, très bien, s'il a vécu une belle vie, mais pas plus d'élevage industriel et ce genre de produits qui n'ont aucun sens. Il y a peut-être une prise de conscience. Allez-y, oui, bien sûr. Et si je peux me permettre... Peut-être qu'on sent justement une prise de conscience que les abattoirs, malheureusement, ça ne date pas d'hier, mais le fait que voilà, sur les réseaux sociaux, on reprenne autant ces images, on mette ça autant en valeur, on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose peut-être qui est en train de se passer dans l'esprit de pas mal de personnes. Et en plus, oui. 25% est gaspillage alimentaire. Il y a le quart de notre alimentation qui est transformée et produite et va à la poubelle. Donc quand on regarde le phénomène de transport et tout ce qu'on vient d'évoquer, ce qui évoquait Tristan, c'est vraiment, on doit se remettre en question sur notre façon, notre comportement au quotidien dans la consommation. D'autres questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Donc là, c'est une question qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Après, c'est Tristan Lecomte qui a abordé le sujet. Par rapport à la COP21, justement, quand on pense que aussi loin qu'on peut remonter, même jusqu'au symposium de Cocoyoc en 1974, aucun objectif chiffré n'a jamais été donné. Est-ce que vous pensez vraiment, j'en sais rien, donc c'est vraiment un avis que je demande, même si les données chiffrées qui vont être données, qui sont données, est-ce qu'ils vont être suffisants et réalistes? Non. Je pense que clairement non. Là, l'objectif, c'est d'arriver à 100 milliards et pour l'instant, on est à 67. Voilà. Mais là-dedans, il y a des fonds recyclés, il y a de l'argent qu'on donnait déjà et puis qu'on recompte une deuxième fois. Il y a des remises de dettes. Il faut voir aussi où cet argent va être investi, comment il va être réellement investi et qui va réellement contrôler. On a vu il y a 3 mois que la Chine s'était trompée ou volontairement ou involontairement sur ses émissions. Donc les super engagements qu'ils avaient pris, finalement, on peut se poser des questions. Et c'est pareil pour beaucoup de gouvernements qui aujourd'hui prennent des engagements qui rentreront en œuvre, qui devront rentrer en action en 2020 quand ils ne seront plus au pouvoir. Donc je pense qu'il ne faut pas tout attendre de cette conférence climat. Et j'aime bien le fait que Corinne ait donné le chiffre de 500 milliards, c'est ce qui est donné aux énergies fossiles. Nous, on cherche 100 milliards pour lutter contre le climat. Les pays du Sud veulent 200 à 300 milliards. La position du Nicaragua, par exemple, 250 milliards, et ça me paraît beaucoup plus légitime pour arriver en dessous des 2 degrés, et même, essayer même d'aller à moins de 2 degrés. Et donc, les 100 milliards, on les a largement, ils sont dans les énergies fossiles. Donc, à la rigueur, pourquoi faire une si grande conférence avec autant de négociateurs? Il y a 10 000 négociateurs, et ça fait 21 fois qu'ils se réunissent, alors que devant nous, on voit que chaque année, on donne de l'argent à toutes ces énergies fossiles.
Et ça, dans l'agriculture, c'est aussi un enjeu parce qu'on voit qu'en permaculture, on arrive à utiliser 0 phytosanitaire, donc 0 produit d'origine fossile. Et si on réintroduisait ça dans l'emploi, ça a beaucoup plus de sens pour les campagnes aussi. Je ne peux que partager ce que vient de dire Tristan. L'OCDE a annoncé 65 milliards, mais ça c'est sur le papier, hein. Parce que c'est du recyclage. En gros, je crois que c'est entre 15 et 20 milliards, la vraie vérité. C'est évidemment notoirement insuffisant, donc effectivement, ou bien on va chercher ça dans les subventions fossiles, et ou une taxe carbone à l'échelle planétaire, et ou une taxe sur les transactions financières. Il y a des solutions. Hein. C'est pas des idées qu'on avait déjà fait circuler, si je puis C'est dire. pas forcément d'aller piocher dans les budgets existants. Ça peut être beaucoup de choses. Bon, sauf que j'ai parlé des 500 milliards qui sont versés chaque année. J'ai pas parlé des milliers de milliards d'investissements prévus dans les hydrocarbures dans les années qui viennent. Parce que ça existe aussi. Hein. Donc c'est quand même un combat assez titanesque parce que nous, on partage tous à peu près, je pense, dans cette salle, la même opinion sur la direction dans laquelle il faut aller. Mais enfin, il faut quand même être conscient de ce qu'il y a un certain nombre d'intérêts extrêmement puissants et d'États qui ne veulent pas y aller. Vous avez des États pétroliers qui aujourd'hui n'ont rien notifié du tout. Hein. Et même M. Morales, par exemple, qui est venu faire une grande leçon de morale, il a notifié rien du tout. Donc voilà, ça c'est la réalité. Donc c'est extrêmement difficile et c'est abominablement frustrant parce qu'on a le sentiment d'être tous pris en otage par une petite minorité de gens qui, à la fin du jour, comme disent les Américains, risquent de nous faire tous crever, quoi. Donc on a vraiment besoin d'une mobilisation de la société civile. J'en parlais pour les entreprises, mais j'y reviens pour le climat, c'est la même chose. Et puis se battre contre tout ce qui est hydrocarbures, parce que c'est quand même le pétrole qui est à la source de tous nos soucis, de toute nature aujourd'hui. Donc plus on arrivera vite à se passer du pétrole et du gaz, surtout du pétrole, et mieux, je ne parle pas du charbon, qui lui déjà quand même un peu hors course, et mieux on se portera. Mais ça veut dire aussi des changements de comportement de chacun d'entre nous. Il faut aussi qu'on y réfléchisse, parce qu'on est des clients aussi, on l'achète ce pétrole. Voilà, et quand on voit que Daesh vend du pétrole, eh ben, moi je me pose toujours la question de savoir, quand je vais faire le plein de ma voiture, s'il n'y a pas quelques centilitres qui viennent de là, par des circuits que je ne connais pas, mais c'est probable malheureusement. Voilà, donc voilà, c'est tout ce fonctionnement-là, je pense qu'il faut qu'on ait, et puis pression, il faut qu'on y arrive, quoi. Oui, justement, face à ce vertige des chiffres, nous qui nous sentons tous un peu éco-citoyens et colibris, j'ai ouï dire qu'il y avait une action possible contre Monsanto et qu'on allait peut-être pouvoir participer avec nos petits euros, chacun, à une grande... Si Corinne peut nous en dire un peu plus. Un mot de cette affaire-là, puis après ça, malheureusement, il faut que je vous le quitte parce que je suis censée remettre des prix à 4 heures au Grand Palais et là, c'est assez mal barré quand même. Vous allez prendre une moto avec du pétrole Non, mais il faut quand même que j'y aille. Alors, en fait, l'idée de Marie-Monique Robin, hein, de monter un tribunal Monsanto. Donc, nous sommes un certain nombre de juristes à avoir réfléchi un peu à la manière dont on pourrait monter cette opération en appliquant tout simplement les principes généraux des Nations Unies pour mettre en place un tribunal. Donc, il faut qu'on finance l'opération, qu'on trouve des vrais magistrats qui veulent bien jouer ce rôle-là, qu'on trouve les moyens d'instruire le dossier. Enfin, on va faire ça de manière tout à fait sérieuse. Hein. Et donc, effectivement, ce sera un financement collectif. Mais c'est un procès qui sera devant la planète tout entière. Et c'est un peu une première. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les précédents du tribunal Russell ou du tribunal de la nature, mais là, on passe à une étape qui est quand même un petit peu différente. Parce que c'est vraiment, grâce aux nouveaux moyens technologiques, quelque chose qui est pour la Terre entière. Et donc, nous sommes preneurs des propositions, nous sommes preneurs des financements et on tiendra nos concitoyens planétaires, si je peux dire, informés au fur et à mesure de ce que nous allons proposer, y compris à Monsanto pour qu'ils se défendent, parce qu'on a l'intention
bien entendu, de lui proposer d'exercer ses droits de sa défense. Bon, ensuite, il dira oui, il dira non, ça c'est leur choix, mais en tout cas, on tâchera de jouer de manière correcte, parce qu'il nous semble que sur tout ce qui est en particulier la question des pesticides, et du Roundup notamment, la question doit être mise noir sur blanc. On peut vraiment vous remercier, Corinne Lepage. Donc vous partez sur d'autres événements. Merci beaucoup d'être intervenu. Didier Péréol, vous voulez faire un complément, allez-y. C'est pour compléter ce que vient de dire Corinne. En fait, c'est un mouvement européen qui est en train de se lever pour mettre devant le tribunal d'accusation les grandes entreprises qui étaient citées comme Monsanto, Bayer, etc., pour bien faire prendre conscience à la population occidentale et européenne sur les problématiques de ce que ces entreprises font comme dégâts sur la planète, sur l'environnement et sur la santé. Donc c'est un tribunal qui va se mettre en place. Bien sûr, Corinne est engagée et beaucoup d'autres mouvements dans cette démarche-là. Donc ceux qui veulent avoir plus d'informations, il y a une note qui circulera bientôt sur Internet, où lequel on veut récolter bien sûr des fonds, mais des mouvements d'entrepreneurs et d'entreprises engagées, comme la nôtre, bien entendu, mais sur ce débat qui est le phénomène de notre société et qui est justement pour mettre en exergue et devant le public la problématique aussi de l'achat, la consommation alimentaire ou autre consommation, l'achat citoyen va être déterminant dans les années qui viennent. Il n'y a que comme ça que ça pourra changer. On le voit bien, ce n'est pas par les décisions ou les politiques, même le débat qu'il y a là ici, comme disait Tristan tout à l'heure, c'est qu'on risque d'être déçu, mais il ne faut pas partir sur ce phénomène d'attendre énormément de ces gens de débat. En tout cas, ce qui est important, c'est de faire réunir des gens comme c'est organisé ici, à l'initiative bien sûr du mouvement Entreprendre Avenir et de l'Université de la Planète, c'est que des gens se rencontrent et chacun fait des choses à son niveau et qu'on partage. C'est des journées de partage d'expériences qui sont très intéressantes, très enrichissantes, et on voit même des témoignages. On avait Jean-Paul Deloy ce matin qui a fait un très beau témoignage comme homme politique qui a pris conscience de ces problématiques qu'on évoque et qu'on est conscient. Bien sûr, je pense à une autre partie de l'Assemblée ici qui est là pour écouter, mais en tout cas c'est un bon moment de partage et d'échange et montrer qu'il y a de l'espoir de construire un monde demain. Merci à vous. Il y a d'autres questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Encore un petit peu de temps. Bonjour. Bonjour, je suis Emmanuel Carly, je suis intervenu ce matin sur une autre conférence et j'ai une question qui me revient de manière récurrente sur le message. On parle de l'avenir de la planète. Mais la planète, elle a connu des conditions géologiques bien pires dans son histoire que ce qu'on lui fait subir aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas l'avenir de la planète dont on parle, c'est l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'il ne faut pas remettre ça au cœur des choses ? Plus d'humains, plus de commerce, plus rien. Et il y aura un autre avenir, c'est l'avenir des insectes ou on n'en sait rien. Mais je pense que cette différence aujourd'hui, elle est fondamentale. La planète, elle va nous résister. Et il n'y a même pas de question à ça, il n'y a pas de sujet. Je pense que vous êtes un peu du même avis. Allez-y, vous pouvez tous réagir. Oui. Je voulais juste dans ce cas-là citer une phrase de Nicolas Hulot qu'il a dit à l'espace Génération Climat, où il a dit « On a enfin compris que l'écologie, ce n'est pas juste pour l'environnement, mais c'est pour l'humanité ». Et ça, c'est un discours très important parce qu'avant, il y avait les écolos et qu'on regardait comme des emmerdeurs et les autres. Et on disait, mais pourquoi est-ce qu'ils vont nous embêter? Ils vont nous réduire notre train de vie, etc. Et aujourd'hui, on explique, et ça, c'est la nouvelle écologie. Je pense du coup, elle est inclusive, elle est non duale, elle est accueillante, bienveillante et elle propose à tout le monde de s'engager parce qu'on fait ça pour les générations futures et l'humanité. Mais en effet, la planète, elle n'a pas besoin de nous, elle pourra continuer à vivre très bien sans nous. Juste pour faire le lien avec ce que vous disiez, monsieur, en fait, les gens vont continuer aussi à se nourrir, quoi, parce que les gens ils trouveront toujours des solutions pour se nourrir. Mais par contre, ce sera dans un climat de guerre, quoi, parce que s'il faut se battre pour la nourriture, donc vous avez raison, la question c'est vraiment comment l'humanité va survivre, quoi, et effectivement pas la planète en tant que telle. Je suis dans la commission Attali et des fois avec Jacques Attali, on n'a pas tout à fait le même humour, bon, c'est comme ça. Et par contre, on n'a pas la même intelligence non plus, il ne faut pas jaramer. C'était toute la discussion sur l'encyclique du pape. Et puis si on regarde le Shir Ben Tounès avec les soufis, si on regarde ce que disent les bouddhistes, en fait, c'est même pas seulement l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir du sens de l'homme, quoi. Pourquoi on vit, quoi. Et il y a une façon de vivre mal qui nous abîme. Et on n'a pas de douceur avec nous-mêmes. Et moi, j'ai quitté les écolos dernièrement pour cause d'anti-Marine Le Pen. J'ai trouvé ce qui était très bête, ce qui se passait dans le Nord-Pas-de-Calais. Mon slogan, là aussi, il est pourri, mais vous verrez, pour les slogans pourris, je suis toujours excellent, c'est « J'arrête les verres, je passe à la bouteille ». Celle-là aussi, vous pouvez la retenir. Bon.
Mais je trouve qu'il y a un problème dans les milieux écolos aussi. Il y a une grosse responsabilité, chez les solidaires aussi, c'est que c'est des mondes pas très fraternels, qui sont souvent très idéologues, qui veulent le bien des gens, mais quel bien, quoi. Et en commission Attali, justement, moi j'avais beaucoup réagi sur le bilan carbone parce que moi j'écris un bouquin sur la terre crue il y a 20 ans en Chine. Quand les Chinois vont se mettre à l'écologie, ça ne va pas se faire de façon démocratique. Et là, il y a un vrai combat. De quelle écologie il s'agit, de quel avenir de la planète il s'agit, et je trouve qu'il y a une douceur humaine qui n'est pas là-dedans. Et c'est quelque chose, à mon avis, à vraiment travailler. Il y a trop de héros, il y a trop de mecs qui veulent briller, il y a trop de gens qui veulent être des sauveurs de la planète. Si on pouvait avoir des humains, ça serait pas mal, quoi. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça, quoi. Ouais. Et voyez, vous le prouvez, il y a différentes formes d'intelligence. Et est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'il nous reste 5 minutes à peu près. Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, on va prendre les 2 questions, s'il peut y avoir vous et vous. Voilà, parce qu'après, il faut enchaîner avec d'autres tables rondes. Allez-y. Merci. Je vais tout simplement commencer par vous remercier pour vos interventions. Elles sont très inspirantes et ça aide beaucoup. Ma question est à destination d'Arnaud Deschamps. Vous donnez l'exemple des capsules. Je veux savoir si en interne, auprès de vos collaborateurs, vous parliez de fierté en interne. Est-ce que vous identifiez dans d'autres fonctions, sur d'autres projets, la volonté d'intégrer plus de développement durable, plus de logique durable au projet, que ce soit en marketing, voilà. En fait, c'est savoir s'il y a une sorte d'effet de capillarité ou ouais. Voilà. Oui, alors tout à fait. Parce qu'il y a encore plein. Alors là, je vous ai parlé des choses sur lesquelles on avait l'impression qu'on avançait. Il y en a plein sur lesquelles on n'avance pas parce que en fait, c'est pas un réflexe encore. C'est-à-dire que on n'a pas les lunettes de l'écologie tout le temps pour regarder notre business. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, avec les machines, en fait, on parle beaucoup d'obsolescence programmée, vous voyez, par exemple. Donc, tout le monde, et nous, comme on est très innovants, alors on sort des nouveaux designs, des nouvelles machines, les gens autour de nous, ils me disent « Ouais, mais vous, Nespresso, ce que vous voulez, c'est que les gens changent tout le temps de machine, vous inondez la France de nouvelles machines. » Or, nous, en fait, on vit essentiellement du café. Donc, les gens doivent avoir des machines parce qu'il faut des machines pour faire du café, la nôtre ou une autre. Mais nous, on fait notre revenu principalement autour du café. Et on n'est pas du tout dans l'obsolescence programmée parce que la pire des choses qui peut nous arriver, c'est que votre machine tombe en panne. Parce que si votre machine tombe en panne, et bien quelque part, vous risquez d'arrêter de consommer notre café ou de changer de machine pour un autre concurrent. Et en fait, c'est intéressant parce que depuis 1997, on a mis un système en place où on répare les machines. Donc on vient chez vous, on vous met une machine de prêt à disposition, on la récupère, on la répare, on vous la ramène, etc. etc. Et ce sont des personnes en situation de handicap qui réparent les machines. Donc on fait ça depuis toujours. Et en fait, récemment, on s'est rendu compte que, mais finalement, pourquoi on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin et finalement, votre machine tombe en panne, vous nous la ramenez, on vous en donne une autre qu'on a réparée, on récupère la vôtre et puis on fait qu'un seul aller-retour. Et puis finalement, vous n'avez pas à racheter des machines parce que vous consommez notre café et à chaque fois, on vous la change par une machine qu'on a réparée. Donc on a mis ça en test récemment, on s'est rendu compte qu'il y a un tiers des gens à qui on le propose qui acceptent et que sur les machines qu'on récupère, donc, parce qu'on l'échange contre une machine réparée, il y en a 80% des machines qu'on peut réparer. Donc on a commencé ça. Et du coup, c'est un business qui peut être hyper intéressant pour nous. Pourquoi on s'en aperçoit maintenant alors que ça fait 25 ans qu'on aurait pu le mettre en place? C'est parce qu'en fait, on ne regarde pas notre business toujours avec cet appétit-là. Et je pense que le changement maintenant, ça va être de se dire, mettons les lunettes un peu plus citoyennes, écologiques, regardons tout ce qu'on fait dans le business et comment on crée de la valeur. Il y a des opportunités de création de valeur. Si on arrive à reproduire ça à grande échelle sur les différents pans, alors on sera vraiment dans ce qu'on appelle, chez nous, ce qu'on appelle la création de valeur partagée et ce qui peut produire beaucoup de fierté. Les gens qui ont travaillé sur ça chez nous, qui ont proposé ces premières machines reconditionnées, c'est une grande fierté qu'ils ont d'avoir trouvé ça. Peut-être une dernière. Oui, on peut vous applaudir, évidemment. Alors, on va prendre une dernière question, malheureusement, parce que le temps passe. Voilà, allez-y, je vous en prie. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, et merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez dit, Tristan Lecomte, que les objectifs qui sont formés ces jours-ci à la COP21 ne seront a priori pas suffisants.
Et donc je vais poser la question qui l'a déjà été, mais d'une façon un petit peu différente. Est-ce que on s'attaque vraiment aux sources du déséquilibre lors d'une conférence comme celle de la COP21? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les pistes que vous pourriez nous donner? Et la question s'adresse à tous les intervenants. Je pense que c'est le changement intérieur, le changement individuel, la recherche de sens. Tu en as parlé d'ailleurs, Arnaud, et on le sent. Enfin, je pense que la plupart de vous tous, on est là pour parler des questions d'environnement, d'écologie, de l'avenir de l'humanité, comme on l'a dit. Et en fait, ça revient toujours à soi-même. Et le vrai vecteur du changement, à mon sens, si on reprend Pierre Rabhi ou tous ses inspirateurs, c'est ou ce que dit Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, c'est-à-dire cette dimension intérieure d'introspection. Et en particulier, nous, pays dits riches, en tout cas ultra-consommateurs, aujourd'hui, comme on est face à une impasse climatique et qu'on continue à consommer 100 fois plus qu'un citoyen éthiopien, et qu'on ne veut pas changer ces modes de consommation, parce que finalement, on n'a pas changé. Donc, si on ne le fait pas, ce n'est pas les entreprises qui, d'elles-mêmes, arrêteront de nous vendre ces produits qui ne sont pas durables. Donc, je pense que le cœur du sujet, c'est la réduction de notre empreinte. C'est une méthode qu'on a proposée avec Pure Projet, d'ailleurs, qui s'appelle la méthode TRI, en trois étapes. Je évite, je réduis tout ce que je peux. On a donné une centaine de conseils sur tout ce qu'on peut réduire, comme la viande, les transports qui sont émetteurs, comme l'avion, etc. Et sans faire ce changement nous-mêmes, il n'y a rien qui se passera. Donc je pense que c'est un appel à la responsabilité individuelle avant d'attendre tout des politiques et des entreprises ou avant de trop être vindicatif vis-à-vis des autres. Oui, juste pour ajouter quelque chose à ce que disait Tristan, moi je sens quand même qu'on va beaucoup plus vite ensemble en fait. Alors ça paraît peut-être un peu bête, mais comme ça, mais en fait dès qu'on est en association, je vois sur le terrain dans les pays producteurs, on s'associe à des universités, on s'associe à des centres de recherche, à des ONG, les gouvernements. Et dès qu'on commence à créer un mouvement, en fait, dès qu'on, sous le leadership de quelqu'un, peu importe qui, quand on voit qu'on arrive à créer un mouvement comme ça, collaboratif, on trouve des solutions incroyables, on va beaucoup plus vite. Je donnais l'exemple du recyclage en France. Si j'avais voulu faire ça tout seul, j'y serais pas arrivé. Mais dès qu'on commence à avoir des entreprises qui ont des intérêts communs, et puis différents parties prenantes qui disent mais moi j'ai cette valeur ajoutée, j'ai cette connaissance, on crée ce mouvement-là. Donc je pense que la conscience collective, j'ai l'impression qu'elle vient. Moi j'ai confiance dans l'intelligence des gens et je pense que la conscience collective on a. Il faut maintenant qu'on ait conscience de la puissance collective, c'est-à-dire être ensemble, mais maintenant c'est surtout faire ensemble. Et je pense que si on prend conscience de ça, alors on va soulever des montagnes. C'est une belle phrase de conclusion. En tout cas, merci Arnaud Deschamps, merci Tristan Lecomte et François Marty pour cette intervention. Merci à vous tous. Et très belle fin de journée. Très belle fin de journée à vous tous. Merci.